Bonjour, chronique BD aujourd'hui, manga Japon, avec le troisième tome de La vie de Mizuki Shigeru, intitulé L'apprenti. Donc le titre original est Boku no Issho wa Gegege no Rakuenda. C'est traduit et adapté du japonais par Fusako Saito et Laurent Marois. Ça a été publié aux éditions Cornelius, une très belle édition dans la collection Pierre. La BD originelle date de 2005, cette BD est française de 2014, et ça fait dans les 500 pages. Nous y arrivons, L'apprenti est le troisième et dernier tome de la monumentale vie de Mizuki, autobiographie en BD du grand mangaka Mizuki Shigeru. Un sacré boulot. Le premier tome, l'enfant m'avait collé une immense baffe. Indépendamment, c'était un chef-d'œuvre. Le deuxième tome, le survivant, m'avait sans doute un petit peu moins parlé. Bizarrement, car les événements qu'il narre, horribles, sont la meilleure occasion de l'ensemble de mêler la grande et la petite histoire au travers d'un vécu très légitimement traumatique. Ça restait une excellente BD toutefois. Et l'apprenti? J'avais lu pas mal de retours le situant encore un cran en dessous, même si toujours plus que recommandable. Après avoir tourné la dernière page, je ne suis pas vraiment de cet avis, c'est au moins au niveau du tome 2. Finalement, c'est à se demander si l'expérience tellement terrible de la Deuxième Guerre mondiale, avec ce qu'elle implique tout à la fois d'intimité et de distance dans le cadre plus global d'une évocation très détaillée, très documentaire parfois des horreurs du conflit, expérience par nature au cœur de cette BD autobiographique, c'est comme donc si elle n'était pas celle qui s'accommodait le moins bien d'un traitement manga, ce qui à la fois tombe sous le sens et ne veut rien dire. C'est peut-être un peu bête de présenter les choses ainsi, et cela nécessiterait du moins quelques développements supplémentaires. Mais à vrai dire, je ne sais pas comment gérer cet aspect. Le rapport de Mizuki lui-même à ce qu'il raconte prohibe forcément toute critique qui se prétendrait objective ici. Mais les épisodes antérieurs et postérieurs à la guerre bénéficient bien d'une relative légèreté, même s'il y a des moments très durs malgré tout. Surtout dans le premier tome, je suppose, avec le déluge de baffes. Ce troisième volume ne manque cependant pas de notes plus graves, fournissant son arrière-plan historique, ce qui inclut le tremblement de terre de Kobe ou les attentats au gaz sarin par la secte Aum Shinrikyo, d'ailleurs contemporain. Même Mizuki évoque aussi les Jeux Olympiques de Tokyo, la fin supposée de l'hégémonie du PLD, etc. Cette relative légèreté autorise peut-être une lecture plus sereine, là où les séquences militaires cauchemardesques demandent davantage à être digérées. En fait, je tends à croire qu'il serait pertinent d'y revenir un de ces jours maintenant que j'ai lu l'ensemble. La gravité n'est donc pas absente de ce troisième tome, mais le ton demeure plus léger, oui, sans surprise. La situation précaire des mangaka comporte son lot de moments pénibles, mais qu'il est difficile de mettre sur le même plan que le cauchemar de la guerre de l'Asie-Pacifique, ses millions de morts ou la perte d'un bras. Mais surtout, ce troisième tome a recours à une temporalité plus flexible que le tome 2, qui se montrait parfois extrêmement pointilleux dans l'évocation du déroulé de la guerre, presque jour par jour parfois. Cette fois, mécanisme certes initié dans les dernières séquences du tome précédent, les ellipses sont nombreuses et parfois très longues, car si l'on débute en gros là où le tome 2 s'était arrêté, approximativement vers 1960, la BD s'achève dans les premières années du XXIe siècle. La dernière date explicitement citée est 2001, la BD est parue en 2005. Ce qui a une autre conséquence. Ce troisième tome s'intitule L'apprenti, mais Mizuki est bien loin de n'être qu'un apprenti tout du long, à moins bien sûr d'y associer un contenu métaphorique, ce qui se tiendrait, je suppose. Dans les premières pages, nous retrouvons notre mangaka de moins en moins jeune, il a bien la quarantaine quand il commence à percer, ses collègues sont souvent bien moins âgés, et qui galère auprès des éditeurs de manga, d'abord ceux du système des librairies de prêt, ensuite ceux des magazines. Mizuki s'étend, mais avec pertinence, sur sa situation très précaire, ni plus ni moins que celle de ses collègues, cela dit. Le travail acharné et qui paye mal, les commandes exigeantes qui ne sont finalement pas payées ni publiées, l'économie improbable de ces différents réseaux et l'absence d'une véritable protection juridique pour les forçats de la planche, à ce stade, Mizuki est encore l'apprenti au sens le plus strict. Mais cela ne dure pas éternellement. Vers le milieu des années 60, la situation de Mizuki change, car il se met à percer, notamment avec Kitaro le repoussant. Sans transition aucune, l'apprenti mangaka devient le maître Mizuki. Le travail pourtant, à l'en croire, n'en est pas moins dur et aliénant. Mizuki doit toujours bosser autant. Dans les années 1990 encore, il s'en plaindra. Mais s'il ne souffre plus, heureusement, de la précarité de ces années de galère, il doit faire face à d'autres difficultés, essentiellement la responsabilité à l'égard de ses assistants. Parmi lesquels quelques noms célèbres, du moins pour qui s'y connaît véritablement en manga, ce qui n'est hélas pas mon cas, mais il y a beaucoup de développements intéressants sur l'histoire de la BD japonaise, ce qui va au-delà de l'évocation de ses seuls artistes. Mizuki parle de l'édition, des débuts de la revue Garo, ce genre de choses. Là encore, il me faudra y revenir quand j'aurai davantage de bagages.
Quoi qu'il en soit, d'une certaine manière, les assistants font partie de la famille du maître. Durant ces années de galère, nous l'avons vu se marier, puis avoir des enfants. Sans s'y étendre, ce n'était pas le propos. En fait, on a vraiment l'impression que la situation de ses assistants le préoccupait bien davantage. C'est que Mizuki, comme dans les deux premiers tomes, ne livre pas exactement un autoportrait flatteur. Avec sa famille, tout particulièrement, sa femme surtout, nulle romance dans toute cette histoire, mais parfois aussi avec ses assistants, il se comporte régulièrement en vrai connard. Mais en même temps demeure cette idée marquante du tome 1 que cela tient peut-être avant tout à ce qu'il était totalement inadapté socialement. Mizuki n'est pas méchant, mais insouciant au point du manque d'empathie. Apparent. C'est ainsi qu'il se décrit, mais c'est peut-être pour partie un biais. Comment quelqu'un d'aussi dénué d'empathie pourrait-il livrer une œuvre pareille? Cette ambivalence sera d'une certaine manière au cœur de la dernière partie de la BD, car Maître Mizuki est désormais davantage en mesure de gérer son emploi du temps, et il a la bougeotte. D'abord, il fait ce qu'il aurait dû faire depuis bien longtemps, il retourne, après plusieurs décennies, en Nouvelle-Guinée. D'abord accompagné de survivants japonais comme lui, des pages très fortes où l'on pèse tout le poids du traumatisme de la guerre. Mais il s'agissait surtout de retrouver la tribu qui lui avait sauvé la vie sur la fin du conflit, alors qu'il se croyait condamné par la perte de son bras et par la malaria. Les liens persistent, les amis sont toujours là, et les voyages se multiplieront, avec la tentation de fuir définitivement le Japon. Car il y aura bien d'autres voyages, au Mexique, au Bhoutan, en Australie. Ce qui motive ces excursions, le désir fanatique d'en apprendre toujours davantage sur les yokai. Mizuki se présente comme quelqu'un qui croit sincèrement à ces créatures qu'il a contribué à populariser. Pour lui, il va de soi que les yokai ne se trouvent pas qu'au Japon. Il parcourt le monde en ethnographe et ramène de ses voyages statuettes, masques, enregistrements sonores qui l'immergent toujours un peu plus dans le monde des esprits. Du lard ou du cochon dans tous ces récits? À l'étranger comme au Japon, les années plus sereines de Maître Mizuki, qui a pu remuser de côté la souffrance et la galère de la première moitié de sa vie, sont aussi et peut-être surtout l'occasion de raconter quantité de petites histoires souvent très drôles et qui n'ont sans doute pas grand-chose d'autobiographique. L'assurance garantissant l'accès au paradis qui débouche sur une histoire de doppelganger, la gestion rationnelle de l'adultère, les funérailles de son tigre de mer, mais aussi donc la possession par un yokai affamé, la femme de notre auteur craignant qu'il ne le mange, ou encore une excursion dans les pyramides aztèques après avoir dégusté des champignons. Tout cela est très drôle, oui. Décousu sans doute, la fin de la BD n'a peut-être pas la cohérence de ce qui précède, mais le résultat est très enthousiasmant et tire le volume vers le haut, jusqu'à ces dernières planches où l'auteur vieillissant, sans la mort approcher, raison de plus de se renseigner sur les yokai de par le monde. Un troisième tome à la hauteur donc, avec son ton spécifique finalement. Même s'il y a des hauts et des bas sur les 3 volumes, le fait demeure, Vie de Mizuki est une BD extraordinaire, et il me faudra lire sous peu d'autres œuvres du grand mangaka Mizuki Shigeru.